Cosa Vostra. C'est complètement une jungle informationnelle et le danger, il est là, pour moi, par définition, à partir du moment où, le site ne te dit pas qu'il est généré par IA, exclusivement ou principalement. S'il y a de la transparence, qu'on sait qu'il y a des contenus générés par IA, qu'on nous explique comment, finalement, pourquoi pas. Mais tous ces 800 plus sites dont je parle, c'est des sites qui ne le disent pas et qui n'ont pas de contrôle humain. Et comment on sait qu'il n'y a pas de contrôle humain ? C'est qu'on va trouver des messages d'erreur, des chatbots d'IA. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'accueille aujourd'hui Chine Labbé. Alors pour la seconde fois, donc un petit update sur les activités de Chine, qui est donc la Managing Editor et vice-présidente Partnerships chez NewsGuard Europe et par ailleurs membre du comité d'éthique de Radio France. Alors je simplifie comité d'éthique, on reviendra dessus, je sais que c'est pas le titre exact, mais je trouvais important de le mentionner. Chine, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci pour la nouvelle invitation. Et exactement, on s'était parlé il y a quelques temps. Alors de NewsGuard, pour ceux c'était ceux qui vivent dans une caverne ou qui n'avaient pas écouté ce super premier épisode, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques secondes ce qu'est NewsGuard concrètement ? Ouais, alors je le décrirais peut-être un peu différemment d'ailleurs d'il y a un an, parce que les choses ont pas mal bougé. En gros, NewsGuard, c'est une compagnie qui combat la désinformation, la mésinformation, la propagande pour les marques, les citoyens, les démocraties. Et on fait ça en fait au travers de 2 bases de données concrètement. On a une base de données d'évaluation de la fiabilité des sites d'information. Donc on évalue les sites d'information en fonction de critères apolitiques, journalistique, puisqu'on est une équipe de journalistes. Et donc, à ce jour, ça, c'est 10 000 analyses dans 9 pays, dont la France. Et on a une autre base de données qui, pour le coup, est un catalogue des principales fausses informations qui circulent en ligne. On en a plus de 2200 à ce jour. On fait aussi des briefings sur les tendances de la désinformation. Donc, on fait plein de choses. Pour le dire très vite, je dirais que le point commun de nos actions, c'est cartographier journalistiquement le paysage informationnel et notamment les acteurs malveillants, les récits qu'ils diffusent à destination de tout un tas d'acteurs différents. Et ce qui est intéressant, c'est que tu utilises le terme cartographier. Vous ne luttez pas contre, vous cartographiez. On cartographie avec des solutions qui permettent à nos partenaires de lutter, de mieux comprendre et de lutter, eux, contre ces tendances. Et ma question suivante allait être de dire, vu que c'était la deuxième fois que je t'accueillais à ce micro, c'est ce qui avait changé chez NewsGuard. Donc là, tu l'as dit toi-même, c'est la manière de le présenter. C'est pourquoi c'est parce que c'est mouvant, ou est-ce que c'est l'entreprise NewsGuard en elle-même, vous avez un peu pivoté? Pourquoi tu le présentes différemment? Ouais, c'est pas qu'on a pivoté, c'est qu'on s'est beaucoup développé, notamment cette seconde base de données qu'on appelle ça des empreintes de la mésinformation. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un catalogue de toutes les infox qui circulent avec à chaque fois quelle est l'allégation, pourquoi elle est fausse, son fact-check, des hashtags associés, etc. Celle-là, on l'a énormément développée depuis 1 an. Donc, elle fait autant partie de ce qu'on fait à égalité avec notre base de données de l'évaluation de la fiabilité des sites d'information, qui était ce sur quoi on a commencé NewsGuard, donc ce sur quoi j'avais tendance à mettre l'accent peut-être il y a encore 1 an. Mais depuis 1 an, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu l'explosion des sites générés par IA qui fait qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Je pense qu'on pourra
venir, bien on sûr. pourra en reparler. Donc, on a musclé notre travail là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une newsletter grand public en anglais qui s'appelle Reality Check. On a aussi évidemment commencé à travailler sur la désinformation autour du conflit Israël-Hamas, parce que l'actualité est ce qu'elle est. Une chose que je peux mentionner qu'on a fait aussi depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est qu'on a commencé à travailler en Ukraine en partenariat avec Reporters sans frontières. On a été analyser des sites d'actualité de qualité en Ukraine pour essayer de comprendre leur fiabilité et de faire une certification en fait de ces sites pour permettre justement aux annonceurs d'aller soutenir le journalisme en Ukraine. Ça, c'est quelques-unes des choses qu'on a fait depuis un an. Importante, en tout cas un peu symbolique que vous avez fait, notamment dans cette année. On revient sur un peu le score de crédibilité, hein, donc qui est de la première activité sur laquelle vous êtes lancé chez NewsGuard. Et donc voilà, vous avez tous les médias peuvent avoir un score comme ça. J'ai vu que vous aviez récemment baissé la note de certains médias importants comme le New York Times ou GB News, qui est l'équivalent d'une télé britannique, ou Daily Star. Sur le cas du New York Times, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur des critères qui ont changé? Oui, alors effectivement, la note du New York Times a baissé en février, donc c'est assez récent. Le New York Times obtenait un score de 100 sur 100 jusque-là, et maintenant, ils obtiennent un score de 87,5 sur 100. Ils restent très crédibles. On rappelle dans notre analyse qu'ils ont gagné 133 prix Pulitzer. Enfin, ça reste un média très crédible. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a estimé dans le cadre de cette analyse, et notre analyse parle d'elle-même, puisque toutes nos analyses de sites sont hyper détaillées et donnent des exemples à chaque fois de pourquoi on estime qu'un site va passer ou échouer sur un critère. On a relevé en fait de nombreux exemples, notamment dans la couverture de la politique américaine, où des opinions étaient injectées dans des articles qui n'étaient pas des articles d'opinion. Donc, le New York Times, depuis février, depuis cette nouvelle analyse, échoue sur le critère qui est relatif à la distinction responsable entre faits et opinion. On a évidemment demandé un commentaire au New York Times, on les a informés de cette évaluation, de cette évolution de notre évaluation. Le commentaire est inclus dans notre analyse, et ça veut pas dire que ce score est figé. Peut-être que dans 6 mois, quand on fera une nouvelle analyse du New York Times, on estimera que ils peuvent réobtenir le score de 100 sur 100. Les choses sont mouvantes chez NewsGuard. On analyse tous les sites avec la même approche, complètement apolitique, juste factuelle par rapport à nos critères, qui sont des critères vraiment de base, qui renvoient à la pratique journalistique de base. Est-ce que, comme je le disais à l'instant, le site va distinguer entre opinion et information? Est-ce qu'il va corriger ses erreurs de manière transparente? Est-ce qu'il va publier fréquemment de fausses informations? Enfin voilà, c'est très très factuel. Et les scores des sites changent de fait. Ils peuvent baisser, ils peuvent augmenter. Ouais, c'est une fois par an. C'est quoi la fréquence de mise? Alors, c'est une évaluation qui est humaine, hein. C'est complètement humain. On est des journalistes, on analyse les sites en fonction de ces 9 critères qui sont des critères de crédibilité et de transparence. Il y a un nombre de points associés à chaque critère qui donne un score sur 100. Et puis avec ce score, c'est pas évidemment juste un score, c'est une analyse ultra détaillée qui va expliquer justement pour chaque critère pourquoi on estime que le site passe ou non, et qui va mettre le site au milieu de ce processus, puisqu'on va lui demander son avis, son commentaire. On va lui donner l'opportunité aussi de changer ses pratiques. Si par exemple, imaginons que le site échoue sur juste la révélation de son propriétaire, parce que juste il a pas indiqué sur son site à qui il appartenait, ou pas le propriétaire ultime, c'est assez facile pour un site de changer ça, donc on leur donne aussi l'opportunité de le changer. Et donc depuis qu'on a créé NewsGuard, il y a plus de 2200 sites dans le monde qui ont amélioré leur score parce que ils ont fait des modifications à la suite de discussions avec nos analystes. Donc c'est très mouvant, et c'est pas parce que le score de tel site vient de diminuer il y a quelques mois qu'il peut pas changer. Et donc effectivement, pour répondre à ta question, la plupart de nos analyses, on les revoit une fois par an pour s'assurer que les critères sont toujours bien appliqués, mais aussi pour renseigner des changements éventuels qui auraient pu intervenir. Imaginons qu'un site ait été racheté, que donc le propriétaire ait changé, il faut qu'on le renseigne dans notre analyse. Évidemment, s'il se passe quelque chose d'important, énorme scandale de crédibilité, changement de propriétaire, on va revoir l'analyse de ce site tout de suite. Vous pouvez vous saisir d'une note pour ajuster en fonction de l'importance en tout cas du changement. En tout cas, pour
refléter ce qui s'est passé dans notre analyse. Et puis, pour les sites les plus lus dans chaque pays où on est, typiquement, le New York Times fait partie des sites qu'on va réévaluer tous les 6 mois aux États-Unis. Donc, il y a des sites qu'on évalue plus souvent. En France, il y a toute une série de sites qu'on va aussi réévaluer beaucoup plus souvent tous les 6 mois parce que ça fait partie des sites les plus partagés, commentés, etc. Donc, c'est important que l'analyse soit toujours très, très à jour. Quelque part, comme ils sont très lus, donc quelque part, ça, c'est important d'avoir une note fidèle. Et par exemple, dans le cadre du New York Times, est-ce que ils ont réagi? Vous avez des contacts là-bas, ça les fait chier entre guillemets, ou est-ce que on est toujours en contact très étroit, que le site souhaite réagir ou non. C'est-à-dire que notre politique, c'est qu'on va, dès qu'on fait une analyse ou une mise à jour d'une analyse d'un site, on va notifier le site de cela, leur dire s'ils échouent sur un critère. Si on met à jour une analyse et qu'il n'y a rien qui change, on n'a pas forcément besoin de le signaler au site, mais de toute façon, on leur enverra l'analyse mise à jour, même si rien n'a changé. Mais si quelque chose change, on va leur dire, on va demander leurs commentaires. Donc là, évidemment, le New York Times a échangé avec nous sur ce sujet. Ils étaient très au courant avant la publication de l'analyse et ils ont partagé un commentaire que je n'ai pas en tête, mais qui est évidemment dans la fiche, dans l'analyse que nous on appelle des étiquettes nutritionnelles. Une sorte de, c'est l'étiquette nutritionnelle. J'aime bien l'idée un peu. Ça parle aux gens un peu de se dire. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que quand on va, c'est un peu l'idée du Nutri-Score, quand vous allez au supermarché acheter quelque chose à manger, personne vous empêche d'acheter ce que vous voulez. Mais au moins, vous regardez le Nutri-Score ou même juste l'étiquette, vous pouvez savoir si c'est bon pour la santé ou pas, pour votre régime nutritionnel. Nous, c'est un peu la même idée. On n'empêche personne de lire quoi que ce soit, mais au moins, on donne un supplément d'information parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se repérer sur Internet. Très clair. Je reviens une seconde sur le modèle économique de NewsGuard, si tu veux bien. Tu as parlé des annonceurs. Un des objectifs, c'est quand même de permettre de flécher un certain nombre de sites pour les annonceurs, savoir un peu ce qui est brand safe ou pas, en tout cas. Comment vous monétisez ça auprès des marques, des annonceurs? Alors, en fait, on vend des licences d'accès à nos données. Donc, cette base de données, cette première base de données dont on parlait à l'instant sur la fiabilité des sites d'information, on vend des licences d'accès à ces données en direct aux annonceurs, mais aussi aux agences de publicité, et puis à plein d'autres acteurs de la chaîne de la publicité programmatique, que ce soit des DSP, donc des Demand Side Platforms, des SSP, Supply Side Platforms, donc c'est les plateformes d'optimisation des achats et de la vente. Et puis, il y a d'autres sociétés de technologie publicitaire. Donc concrètement, ces partenaires, ils vont avoir accès à nos données, ils vont pouvoir s'assurer que leur liste d'exclusion, donc la liste des sites sur lesquels ils vont pas envoyer de publicité, elle inclut bien les sites de mésinformation, les sites de désinformation, les sites de propagande. Et deux, ils vont pouvoir muscler aussi, c'est un peu l'envers du miroir, leur liste d'inclusion, c'est-à-dire au contraire aller viser les sites d'actualité de qualité, y compris des petits sites d'actualité locaux, des sites qui peuvent viser des minorités et qui peuvent ne pas connaître et donc ne pas être dans leur dans l'éventail de sites vers lesquels ils vont envoyer de la publicité. Et donc concrètement, ces partenaires, ils peuvent intégrer des listes d'inclusion et d'exclusion qui sont prêtes à l'emploi, entre guillemets, qui existent avec différents degrés de sécurité, ou au contraire, ils peuvent décider de travailler un peu dans la dentelle avec nous, donc déterminer des niveaux de protection personnalisés qui peut se faire en fonction des scores des sites, mais ça peut aussi se prendre en compte d'autres éléments. On a plus de 40 champs de métadonnées pour chaque site qu'on analyse, qu'on va renseigner, et donc on peut vraiment travailler avec les marques en fonction à la fois du score global d'un site et de sa crédibilité, sa transparence, mais aussi ce à quoi il veut faire le plus attention. Je te donne un exemple très concret. Il y a des sites qui vont avoir un score assez faible, mais qui finalement vont avoir un score assez faible parce qu'ils échouent seulement sur des critères de transparence, mais pas sur des critères de crédibilité. Et il y a des marques de faire le distinguo, quoi. Voilà. Et il y a des marques que ça ne dérange pas si un site est peu transparent mais qu'il est crédible. Et donc même si, dans ce cas-là, peut-être que juste se baser sur le score ne sera pas pertinent. Et donc on travaille avec les marques pour décider, en fonction de elles, ce qui est la priorité. Des listes tout à fait personnalisées. Et vous avez, alors là, c'est peut-être une question technique, mais une API qui permet de se dire, tiens, moi, dans tout mon calcul d'algorithme qui me permet de sélectionner un certain nombre de sites,
je peux en temps réel aller interroger la base de NewsGuard. Tout ça est très développé ou Oui, c'est complètement. On a un tableau de bord, donc on peut manuellement aller ouais, on consulter peut aller nos quand même analyses, manuellement fouiller un peu mais dans on la a data. aussi des données disponibles sur le cloud et on a une API. Donc nos partenaires, un peu selon leurs besoins, utilisent l'une ou l'autre de ces solutions. Et tu sens une appétence, une sensibilité de la part des annonceurs à ces sujets? Alors il y a le côté brain safe et cetera, mais après, c'est très simple de se dire, «Bon, bah, en fait, je vais pas sur les sites d'actu parce que c'est anxiogène et puis, en fait, je vais plutôt sur tout ce qui est lifestyle et puis ça me suffit». Est-ce que tu sens quand même qu'il y a Ouais. une appétence des annonceurs en se disant: «Oui, c'est important, je veux quand même aller sur ces sites-là, mais pas n'importe lesquels»? Alors ça, c'est un vrai risque que tu décris. On essaie de sensibiliser, nous, les marques, à ce risque-là, parce qu'il y a effectivement des marques qui ne vont pas du tout sur le news, sur l'actualité. Et ça, c'est un vrai danger démocratique parce que Mmh. c'est un vrai problème pour les médias Financement. voilà, qui malheureusement ont besoin de la publicité pour survivre. Donc on essaie de les sensibiliser. Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience parce que d'abord on sait que les lecteurs des sites d'actualité de qualité, c'est souvent des cibles intéressantes pour les marques, c'est des publics captifs. Donc en fait, on a fait des études, on a fait notamment nous une étude avec une marque américaine, une très grosse marque américaine, sur une campagne de publicité particulière, et on s'est rendu compte qu'en fait, aller viser des sites de qualité, ça permettait d'augmenter l'efficacité de plusieurs métriques de la Mmh. campagne. Donc c'est intéressant financièrement. Et puis, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience, notamment parce que toutes les industries sont concernées et à chaque fois qu'il y a une crise informationnelle, il y a cette prise de conscience que la désinformation et la potentialité que des publicités se retrouvent à côté de fausses informations, elles concernent tout le monde. Et il y a la conscience aussi que éviter le news, c'est pas forcément la solution la meilleure parce que ça fait perdre certains clients potentiels en termes d'efficacité des campagnes. C'est pas forcément la solution la plus souhaitable. Non, Et je c'est la plus facile, mais c'est pas la plus souhaitable. Il y a mieux à faire, en tout cas, et c'est ce que vous essayez de faire. Et quelque part aussi, alors je prends le problème à l'envers, c'est se dire plus les lecteurs sont avertis et mieux c'est. Donc vous avez développé un plugin et donc là c'est une question un peu, je te challenge. Il est payant ce plugin. En tout cas, ouais. c'est un abonnement pour l'utilisateur pour savoir sur le site si le site, donc cette étiquette Nutri-Score dont on parlait tout à l'heure, est bon ou pas. Est-ce que c'est une bonne décision? Tu vas me dire probablement que oui, mais est-ce que vous auriez pas intérêt justement à ce qu'un maximum de gens l'utilisent, que ce soit gratuit, pour faire entrer dans la réalité ce score que tout le monde utilise et que derrière, bah, les médias ils fassent attention et que les annonceurs ils fassent attention. En termes d'adoption, ça aurait pas du sens? Alors nous, bon, il y a une vraie question de presque de santé publique, enfin Ouais, qui a accès, est-ce que les lecteurs sont avertis, et c'est une vraie question démocratique. ouais. C'est pour ça que il nous est arrivé d'enlever notre paywall par le passé. Pendant la crise du Covid, on a donné un accès gratuit à notre extension de navigateur à tous les utilisateurs. Euh, Cela dit, on est une entreprise et de même que Le Monde fait payer son abonnement à son journalisme de qualité parce qu'il faut bien payer les journalistes, il faut bien qu'on paye nos journalistes, nous aussi. Donc, on a besoin d'avoir un modèle payant. Cela dit, on est très conscient que ce qu'on fait a une vertu d'éducation aux médias et qui est aujourd'hui indispensable dans le débat démocratique. C'est pour ça que on a un programme pro bono d'éducation aux médias. Donc toutes les bibliothèques publiques qui le souhaitent peuvent avoir accès gratuitement à notre extension de navigateur et l'installer gratuitement dans les bibliothèques. Notre idée, c'est d'aller capter ces publics qui sont pas forcément les publics d'écoliers, d'étudiants, qui eux, en fait, il y a beaucoup de programmes de l'éducation nationale sur l'éducation aux médias. Ouais, l'APEM, le Clémy, et Voilà, il y cetera. a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a moins de choses pour les adultes, Citoyens, ouais, les adultes. seniors, les actifs. Et donc nous, on est allé investir les bibliothèques publiques. Il y a sans doute d'autres lieux à investir, mais voilà, on essaie de jouer notre rôle à un petit niveau en donnant cet accès gratuit. Et par ailleurs, c'est important pour tes auditeurs de savoir que Microsoft est l'un de nos partenaires. Et Microsoft estime que c'est un bien public quelque part, cette extension navigateur, et donc Microsoft donne un accès gratuit à tous les utilisateurs de Edge à notre extension navigateur Ah, sur Edge.
D'accord. Ça, c'est effectivement, je ne le savais pas. Alors, je n'utilise pas Edge, mais c'est une raison de plus, puisqu'ils utilisent aussi avec ChatGPT dans Bing. Donc, voilà, les utilisateurs de Edge ont accès à l'extension NewsGuard gratuitement. Ça, Ouais. c'est des bons partenariats, ça, en fait, hein. Enfin, pardon, je reviens dans mon idée de me dire que plus les gens l'utilisent, plus ça le met au centre du game, quelque part. Et je pense que là, c'est plus un point de vue d'entrepreneur que c'est probablement une ligne de revenus dont vous avez besoin, et tu as raison, il faut payer les journalistes, il faut payer les gens, c'est important, mais idéalement, voilà, ce serait plutôt les annonceurs ou les médias qui paient un abonnement, etc., plutôt Voilà. que les Alors citoyens. les médias plutôt pas, parce que comme on les analyse, on veut pas avoir de conflit d'intérêt avec eux. Ouais, Donc les médias, ils sont pas du tout dans notre modèle économique. On n'a pas de lien économique avec les médias. Là où tu as raison, c'est que les abonnements à notre extension de navigateur, c'est pas le cœur de notre modèle économique. ouais. C'est juste que voilà, c'est Une ligne de revenus une ligne aujourd'hui. de revenus, et le principal de nos revenus aujourd'hui, c'est nos clients, que sont à la fois les acteurs de l'industrie publicitaire, mais aussi des géants de la tech comme Microsoft, des sociétés d'IA, on pourra en reparler après, des chercheurs aussi qui vont travailler avec nos données dans des projets de recherche, notamment Ouais. sur l'intégrité électorale. Enfin voilà, c'est plutôt dans le B2B, dans le Plutôt là que vous business voulez, dans to le B2B, que business. vous voulez vous développer. C'est plutôt Euh, là qu'on est très développé à ce jour. Ouais. tu parlais un peu d'IA et de désinformation, on va en parler. Je te cite dans un article qui est déjà faux, mais tu me corrigeras. En mai 2023, mes collègues chez NewsGuard en avaient dénombré 49. Ils en ont à ce jour recensé 634. Donc, on parle de sites générés par l'IA. C'était dans une des dernières interviews. Alors, j'ai regardé qu'entre-temps, ce chiffre a déjà évolué. Je sais plus le dernier, c'est plus de 800, ou je sais pas, t'as peut-être un Ouais, chiffre. donc là on est en mai au moment où on enregistre cet entretien, et on est à 811 pour être Ouais, précis. Ça sera peut-être plus au moment où cet entretien sera diffusé, parce que ça probablement. explose littéralement. Et évidemment, quand on avait enregistré, je pense que l'IA générative, on n'en avait même pas parlé. C'était des balbutiements, Mm. en tout cas pour le grand public, et en tout cas dans une facilité d'utilisation pour tout un chacun. Donc, une vraie explosion dans cette année. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans la mésinformation, la désinformation? Ouais, alors le développement de l'IA générative et son utilisation dans les campagnes de désinformation, c'est sûr que c'est le grand changement de l'année qui vient de s'écouler. L'explosion des deepfakes, des extraits audio générés par IA, des images générées par IA, et puis l'amélioration de leur qualité surtout, et leur utilisation véritable sur le terrain, en ligne, sur les réseaux. Parce que début 2023, donc quand on s'est parlé, la dernière fois, on voyait finalement très peu de deepfake, et l'essentiel des campagnes que l'on observait, elles s'appuyaient sur des méthodes en fait assez artisanales, des mémos Ouais. officiels qui étaient photoshopés, des vidéos sorties de leur contexte mais bien réelles. Et la menace de l'IA, elle était brandie, on en parlait beaucoup, mais elle semblait encore lointaine. Donc ça, c'est ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, elle est là. Et l'un des phénomènes frappants, c'est ce dont tu parlais à l'instant, cette explosion des sites d'actualité générés par IA. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des nouvelles fermes de contenu, en fait, des fermes de contenu nouvelle génération, qui se font passer pour des sites d'actualité traditionnels, mais qui vont produire des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'articles par jour, mais dont les contenus sont complètement automatisés, produits grâce à l'IA générative, sans supervision humaine ou presque. Alors tous ne diffusent pas de fausses informations, mais par définition, puisqu'il n'y a pas de supervision humaine, de contrôle humain, tous présentent un risque. Ouais. Et on en voit déjà qui diffusent de fausses informations. Un exemple assez frappant, c'est un site qui s'appelle Global Village Voice, pardon. C'est une ferme de contenu qui se présente comme un site d'actualité pakistanais, qui a publié en novembre dernier un article qui affirmait que le psychiatre de Benjamin Netanyahou se serait suicidé. Ouais. En fait, cet article, il réécrivait grâce à l'IA un article qui avait été écrit en 2010 sur un site satirique. Mais c'était présenté comme de l'actu. En réalité, le dit psychiatre, il n'existe pas, donc a fortiori, il ne s'est pas suicidé. Mais le blanchiment de cette information à la base satirique, en fait, transformée via l'IA de manière On a une automatisée news qui en a une l'air news qui réelle. n'en est pas, ça a généré un véritable phénomène. Ça a été repris sur TikTok, sur les réseaux, et ça a même ça a été même propulsé sur la télévision d'État iranienne, et qui l'a mis au cœur toute une campagne qui était en cours, justement, qui cherchait à présenter le premier ministre israélien comme
instable psychologiquement, donc ça arrivait à point nommé. Donc on voit bien le risque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la création de ce type de site, c'est très facile, c'est très rapide et c'est très peu coûteux. Donc pour tenter l'expérience, j'ai un de mes collègues chez NewsGuard qui s'appelle Jack Brewster qui a voulu tester. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est pas développeur web, il est journaliste comme moi, il a été sur une plateforme de service en freelance et il a fait appel à un développeur web. Et en 2 jours, et pour $105, donc c'est rien, il a pu créer un site entièrement généré par IA, complètement automatisé, qui publie des dizaines d'articles par jour. En l'occurrence, il a choisi de créer un site qui se concentre sur la politique locale dans l'Ohio aux États-Unis. Et ce qu'il a montré, c'est que en changeant les paramètres de programmation de son site hyper facilement, il arrivait à faire alterner le site pour qu'un jour, il produise des articles complètement créés de toutes pièces avec de fausses citations qui allaient soutenir le candidat républicain à la course au Sénat local, et le lendemain, l'inverse, des articles faux qui allaient au contraire soutenir le candidat démocrate. Alors ce site, je vous rassure, on l'a protégé par un mot de passe, on n'a pas ajouté un site d'infox de plus. Il n'est pas référencé, il n'est pas indexé sur Google. Voilà, il s'agissait pas d'augmenter la pollution sur le net, mais ça montre bien à quel point c'est facile. Donc il suffit d'imaginer, bon là c'est mon collègue Jack, c'est à des fins de recherche et de démonstration, mais dans les mains d'une puissance étrangère, la facilité procurée par cet outil, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de milliers d'employés pour pousser des contenus faux, plus besoin d'usines à trolls. On est dans un véritable changement d'échelle et de paradigme. Et ce qui est marrant dans ce que tu racontes, dans l'exemple par exemple de Global Village Voice, c'est que c'est pas forcément au départ quelque chose avec un dessin malin. C'est dans le sens où c'est juste une erreur d'une machine qui après a été reprise de manière. Alors en l'occurrence, on ne sait pas qui est derrière ce site. C'est possible que ce soit en fait un propagandiste bien caché. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as raison. C'est-à-dire que même et c'est un peu le problème avec l'IA générative, et donc c'est pour ça que tous ces sites sont dangereux, même s'ils ne diffusent pas de contenu faux, à partir du moment où il n'y a pas de contrôle humain. C'est qu'on sait que même si on est quelqu'un de tout à fait honnête, qui veut juste faire de l'argent et profiter de cette technologie pour se faire des revenus, et qu'on demande juste de générer des contenus en réécrivant des contenus par-ci par-là sur le net, on sait que l'IA générative, elle hallucine par définition. C'est des suites statistiques, elle va trouver le mot qui a statistiquement le plus de chances. La probabilité d'arriver. Et donc, elle va écrire des choses l'IA, elle est pas là pour produire des contenus véridiques, c'est pas l'objet, quoi. Donc, c'est pas qu'elle a l'intention de tromper, c'est que par définition, elle peut halluciner. Encore une fois, ce terme, c'est le terme scientifique que les chercheurs utilisent. Donc, le danger, il est bien là. Et puis, ce qui est inquiétant aussi, et qu'il faut pas oublier, c'est que certains de ces sites, ils se spécialisent dans la reproduction de contenus produits par des sites journalistiques authentiques. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont reprendre des contenus publiés par des médias locaux en français et les traduire en espagnol. Et donc, vous allez avoir un site en espagnol qui va vous fournir en fait de l'actu locale, zéro coût, mais en fait en pillant des médias locaux français qui, eux, emploient des journalistes. Ou alors en résumant des articles repris ailleurs sur des sites d'actualité. Et au passage, ils vont capter des revenus publicitaires de ces sites. Donc, le risque démocratique, il est double. C'est-à-dire, c'est à la fois le risque de quel contenu ces sites vont pousser, et puis quels revenus ils vont capter en appauvrissant les sites de qualité ce faisant. Ouais, donc c'est double danger. Et en fait, c'est ça, c'est un peu protéiforme quelque part. C'est très dur de lutter contre ça parce que tu l'as dit, entre ceux qui, avec un agenda politique, ou ceux qui font ça parce qu'ils pensent être malins à leurs revenus, c'est très compliqué alors lutter, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, c'est de cartographier, comme tu le disais, et d'expliquer, et d'où encore l'importance encore plus forte de ce score quelque part. Voilà, le danger, dans cette jungle, tu vois, c'est complètement une jungle informationnelle, et le danger, il est là pour moi par définition à partir du moment où le site ne te dit pas qu'il est généré par IA exclusivement ou principalement. S'il y a de la transparence, qu'on sait qu'il y a des contenus générés par IA, qu'on nous explique comment, finalement, pourquoi pas. Mais tous ces 800 plus sites dont je parle, c'est des sites qui ne le disent pas et qui n'ont pas de contrôle humain. Et comment on sait qu'il n'y a pas de contrôle humain? C'est qu'on va trouver des messages d'erreur, des chatbots d'IA. Donc, on retrouve dans les formes, il y a des mots qui sont vraiment souvent utilisés par. Voilà, des formules ou même des messages d'erreur. En tant que chatbot d'IA, je ne peux pas produire ce contenu. Donc là, on voit qu'on a affaire à des
à des gens pas très efficaces. Et des articles non relus, en tout cas. Voilà. Mais le jour où on aura la détection va devenir d'autant plus difficile que l'IA va s'améliorer et que ça va être dans les mains de personnes bien plus équipées, bien plus outillées qui vont faire ce travail pour s'assurer qu'il n'y ait pas ces messages d'erreur et qu'il n'y ait pas ces formules toutes faites. Ouais. Et est-ce que sur les réseaux sociaux, vous regardez aussi, vous scannez, parce que là on parle de sites, en l'occurrence, donc sur Internet, des sites d'infos, faux sites d'infos ou vrais sites d'infos, mais non relus. Encore une fois, il y a plein de choses à mettre là-dedans, mais sur les réseaux sociaux, parce que je vois les influenceurs TikTok synthétiques, et puis j'ai vu un article du Monde ces derniers jours, des faux comptes du Rassemblement national avec alors j'ai plus les prénoms, mais c'était des Amandine Le Pen et voilà, c'est ça. voilà. Donc, tu as lu cet article et donc des gens qui n'existent pas, mais ça a été hyper suivi, relayé, etc. Donc des personnalités inventées. On ne sait pas qui a fait ça, puisque le Rassemblement national, dit qu'ils vont faire une enquête, porter plainte pour usurpation d'identité, etc. Mais le mal est fait quelque part. Donc encore une fois, très facile. J'ai pas beaucoup de plus d'infos que cet article du Monde, mais sur les réseaux sociaux, on est touché de la même façon. Oui, alors là, c'est ce problème-là. Évidemment, on regarde de très près les contenus générés par IA, que ce soit des images, des vidéos, des extraits audio aussi. Faut pas oublier que les outils d'IA audio sont super utilisés, super faciles d'accès. Donc, on a beaucoup ça aussi. Avec le clonage de voix, exactement. etc. Et TikTok est évidemment un vivier important de contenu synthétique. En principe, les contenus générés par IA sur TikTok, ils doivent être signalés comme tels, selon les politiques de la plateforme. Il y a une option qui permet de le faire ou c'est dans le titre, on doit le mettre, Ça doit être indiqué. Alors, je sais pas exactement ce qu'exigent les règles, mais clairement, ça doit être spécifié au lecteur, à l'utilisateur. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est pas toujours le cas. Donc, il y a des problèmes de modération. La plateforme a du mal à faire respecter cette politique. Mais bon, TikTok n'est pas la seule. C'est-à-dire que les contenus générés par IA se multiplient. Sont de plus en plus difficiles à repérer. Et donc, on a le vrai enjeu aujourd'hui, c'est effectivement comment assurer qu'il soit labellisé comme tel. Aujourd'hui, le compte d'Amandine Le Pen, dans la foulée des articles qui sont sortis, il a été labellisé comme tel. Le problème, c'est quand il n'y a pas cette information, c'est ce défaut d'information. C'est un vrai enjeu pour les plateformes aujourd'hui. Et peut-être que l'IA peut faire partie de la solution. Je ne sais pas s'il y a pour mieux scanner, mieux voir. Non, est-ce que il y a des solutions tech où tout, par exemple, vous, tout ce que vous faites, c'est à la main aujourd'hui? Non, alors est-ce que l'IA fait partie de la solution? J'aurais plusieurs niveaux de réponse à ça parce que je pense que globalement oui. D'abord, si l'IA est utilisée responsablement, elle peut être hyper positive, notamment au sein des rédactions, en libérant davantage de temps, de ressources au sein des équipes pour aller faire le cœur du travail, des enquêtes, les interviews, le reportage. Et c'est crucial parce que selon moi, la meilleure des solutions contre la désinformation, ça restera quand même le journalisme de qualité à long terme. Le deuxième niveau de réponse que j'apporterai, c'est que l'IA, si elle n'est pas très efficace pour aller repérer la désinformation et la propagande, parce que souvent, les campagnes de désinformation, elles sont faites pour ressembler à de l'actualité traditionnelle. Donc, en fait, l'IA va pas réussir à repérer cette nuance. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on travaille sur ce dont on parlait avant, le brand safety. La désinformation, c'est un peu l'angle mort du brand safety. Pourquoi? Parce que les outils de brand safety, aujourd'hui, s'appuient sur l'IA. Donc, nous, on vient apporter une brique supplémentaire humaine avec notre analyse humaine ou humainement, avec l'enquête journalistique, on peut repérer qui est l'émetteur. Ah bah tiens, c'est une unité du renseignement militaire du Kremlin, donc c'est de la propagande. Est-ce que c'est de la satire? Est-ce que c'est de l'exagération politique? Ou est-ce que c'est vraiment du faux? Ça, seul l'œil humain peut le faire. Mais ce que l'humain ne peut pas faire, c'est le déploiement à large échelle d'une solution. Et là, l'IA, c'est extraordinaire, ça donne des super pouvoirs. Donc nous, on s'est vraiment rendu compte de ça très tôt, et donc on a cherché un partenaire et on a lancé. Ça fait partie des choses qu'on a fait depuis l'année dernière. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a lancé un produit commun avec une société américaine qui s'appelle Safety Kit, une entreprise d'IA. Et donc concrètement, c'est un produit qui va s'appuyer sur notre base de données. La seconde base de données dont je parlais tout à l'heure, nos empreintes de la mésinformation, ce catalogue des infox, de toutes les infox qui circulent en ligne, qui sont encore une fois rédigés par des humains chez nous, par des journalistes qui vont renseigner tous les éléments sur ces infox. Safety Kit va s'appuyer là-dessus et va permettre d'aller sur toute une plateforme, automatiquement identifier tous les contenus qui vont correspondre à ces infox, les trier et éventuellement soit les modérer, soit y ajouter un bout de notre fact-check, donc soit aller ajouter un label ou
quel que soit ce que souhaite faire la plateforme. Donc là, on a un peu le meilleur des deux mondes, s'appuyer sur l'humain au cœur, mais à les déployer grâce à l'IA. Donc avec là, une techno. c'est sûr que l'IA est hyper importante là-dedans. Et le dernier point sur est-ce que l'IA Peut-être partie de la solution. peut faire partie de la solution, c'est que l'IA générative, elle fait aussi partie de la solution à son problème si elle accepte de travailler sur cette question de la désinformation. Donc, si on accepte, si on comprend, si les outils d'IA générative et les sociétés qui sont derrière eux comprennent que oui, l'IA a le pouvoir de démultiplier les campagnes de désinformation. Oui, il faut limiter ces risques qui sont bien réels et qu'elle y travaille. Et ben, elle peut aussi, elle peut finalement être un atout contribuer à un garde-fou dans cette lutte. Donc nous, on travaille on propose à des sociétés d'IA générative plusieurs choses. On leur propose soit complètement d'utiliser nos données pour nourrir leurs algorithmes, leurs algorithmes, leur base de sources, pour apprendre à trier les sources et pour apprendre à créer des garde-fous en post-exécution pour ne pas recréer des contenus faux bien connus. Et pour te donner un exemple, on vient d'accompagner Microsoft dans l'évaluation de son outil de génération d'images qui s'appelle Designer. Qu'est-ce qu'on a fait? On voulait donc tester la propension à créer des images trompeuses. Donc concrètement, on a demandé à Designer de créer des images relayant des infox que nous, on connaît parce qu'elles sont dans notre base de données des fausses informations sur la politique, sur les élections, sur les affaires internationales. Donc, on a généré 275 images et on a constaté que 12% d'entre elles étaient problématiques. Donc, on l'a dit à Microsoft. Microsoft a mis en place davantage de garde-fous en bloquant certains prompts, en améliorant des fils de contenu. Et on a refait le même test. Et là, on a constaté que seuls 3,6% des images étaient problématiques. Donc si les sociétés, ils ont travaillé avec nous pour créer ces garde-fous. Donc ça, c'est un exemple super positif où l'IA, une société d'IA se rend compte des problèmes, accepte de travailler avec des tiers pour améliorer son outil et donc finalement contribuer à un environnement plus sain et éviter que l'IA soit le grand méchant. Il s'agit pas de jouer les Cassandres, mais de souligner les risques et de s'assurer qu'on les limite au maximum. Et c'est possible. Et cet exemple de Microsoft, il nous réjouit parce qu'il montre que c'est possible, qu'avec des sociétés qui sont prêtes à faire ce travail, on peut le faire pour des vrais résultats. Donc nous, on propose aux sociétés qui développent des outils d'IA générative, on leur propose à la fois des audits et des stress tests, ce qu'on a fait avec Microsoft, ou l'étape d'après, c'est carrément d'entraîner leur modèle, ce que je te décrivais. En utilisant vos bases. Exactement. Ça, c'est vachement bien. Après, si Microsoft le fait, j'espère un effet boule de neige, mais on parle pas d'un tout petit acteur. On parle pas d'un petit acteur, mais on parle d'un partenaire historique de NewsGuard. Microsoft, ils sont avec nous quasiment depuis nos débuts. C'est eux qui soutiennent notre campagne, notre programme pro bono auprès des bibliothèques. Donc, on parle aussi d'un bon partenaire qui travaille avec nous depuis de nombreuses années. Mais on est effectivement très optimiste qu'il y ait un mouvement dans cette direction. Je pense qu'il y a une prise de conscience des risques liés à la désinformation. On l'a senti quand même ces derniers mois-là, tu vois. Enfin, quelque part, la fiabilité des résultats est de plus en plus remise en cause. Donc, si quelque part tu veux émerger vraiment, il faut que tes résultats soient bons et donc la sélection des sources va être hyper importante. J'ai l'impression qu'il y a un vrai intérêt pour une boîte tech qui a un LLM de prendre ça en compte. Enfin, je veux dire, ça peut être un vrai avantage concurrentiel. En tout cas, c'est une question de responsabilité et je pense qu'en tout cas en Europe, ça va devenir, il y aura forcément à terme des exigences à ce niveau-là aussi. Probablement, on peut leur faire confiance en tout cas là-dessus, soit de la réglementation, soit effectivement que ce soit mis à l'ordre du jour. 2024, année d'élection aux US en Europe, est-ce que vous avez un dispositif spécial? Oui, on a créé donc un centre de suivi de la mésinformation sur les élections. Élections globales. Global, parce que donc il y a les élections européennes en juin, il y a les élections américaines effectivement, il y a tout un tas de plus petites élections aussi qui ont lieu, pas forcément plus petites d'ailleurs, mais dans les pays que nous couvrons, c'est les 2 grosses élections, mais dans le monde, il y a quand même une 60aine d'élections cette année. Ouais, c'est une grosse année d'élections. Or, on sait que une fausse information sur un scrutin à l'autre bout du monde va pas rester cantonnée ni cette langue, ni cet espace géographique et peut faire boule de neige. Et donc, nous, on regarde tout. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on surveille, en fait, les acteurs malveillants dont on sait, parce qu'ils l'ont fait par le passé, qu'ils diffusent de fausses informations sur les élections.
Ouais. Donc ils peuvent l'avoir fait soit aux dernières élections présidentielles françaises, soit aux dernières élections américaines. Enfin, on les a repérés par le passé. On surveille les nouveaux arrivants aussi et on surveille les récits qui émergent. Donc concrètement, on avait 963 sites qu'on avait déjà catalogués comme publiant des infox sur les élections. On avait 793 comptes sur les réseaux sociaux. Et depuis qu'on a lancé le centre de suivi, donc il y a quelques mois, on a repéré 115 nouveaux sites relayant 27 mythes en lien avec les élections. Ça va parce qu'en janvier on a eu les élections à Taïwan, donc des mythes autour des élections à Taïwan, des mythes qui émergent déjà sur les élections à venir aux États-Unis, et puis sur les élections européennes, et notamment sur cet angle, un angle qu'on voit persister depuis 2020 et depuis l'élection de 2020 aux États-Unis, avec ce gros mouvement qu'on a appelé Stop the Steal, avec des allégations selon lesquelles le scrutin aurait été volé en fait. Et ben on voit ce récit qui pourrait paraître très américain être pris dans des scrutins depuis un peu partout. On l'a vu en Espagne l'année dernière, l'idée d'une élection volée. On l'a vu en Slovaquie aux élections législatives. Et ça n'existait pas. Dernier. Tu veux dire là, c'est vraiment comme un mythe ou en tout cas, ça un mème qui est repris, traduit, localisé. Voilà. Et en tout cas, ça explose. Je sais pas si ça n'existait pas, mais ce qui est sûr, c'est que et même avec les mêmes codes. Avec les mêmes codes, et on l'a vu à l'élection présidentielle de 2017 en France, ça a pas trop pris, mais on a vu des mythes qui étaient des copier-coller de ce qu'on avait pu voir aux États-Unis et qui du coup étaient même absurdes parce qu'on parlait de vote par correspondance alors que c'est pas développé en France. Enfin, des choses qui sont absurdes mais qui prennent et qui font le buzz. Oui, et puis qui sont reprises, retraduites, relocalisées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on surveille de près parce que on sait qu'il y a un risque à ce niveau-là. D'accord, bah écoute, c'est évidemment hyper intéressant. Et pardon, mais concrètement, donc vous allez identifier, suivre. Qu'est-ce que vous faites derrière comme action concrète? Est-ce que c'est pareil, ça vient alimenter ces bases pour les annonceurs? Ça vient alimenter nos bases de données. Donc, les 115 sites qu'on a repérés depuis qu'on a lancé ce centre de suivi, on les a analysés, on a fait leurs étiquettes nutritionnelles détaillées, on les a ajoutés à notre base de données de la fiabilité de sites d'information. Les 27 mythes qu'on a identifiés en circulation sur les réseaux et sur les sites et sur ces sites, on les a analysés et on a fait des empreintes de la mésinformation sur chaque. Donc, on les a entrés dans notre catalogue des infox qui circulent en ligne. Donc, tout le travail de suivi qu'on fait sur des sujets particuliers, il sert ensuite à venir renseigner et à muscler nos deux bases de données. Et à côté de ça, évidemment, on fait pas que ça. On fait aussi des briefings réguliers à tous nos clients. On leur fait des briefings donc qui s'appuient sur ce travail en fonction de ce qu'on va voir. Parfois, il y a des tendances qu'on observe, mais qui sont pas forcément une allégation véritablement fausse. Mais on va voir des attaques contre des candidats. Ça peut faire l'objet d'un petit briefing pour nos clients, pour qu'ils soient alertés des tendances, mais c'est pas forcément une entrée dans notre base de données des infox. Donc on a plusieurs niveaux de travail, mais en gros c'est du suivi, de l'alerte précoce pour nos clients. L'idée c'est que les différents partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit des plateformes, que ce soit des entités gouvernementales dans différentes démocraties. Vous avez des clients institutionnels? Ouais, on travaille avec effectivement certaines institutions. On travaille avec une grande institution de santé publique dans une démocratie, notamment sur toutes les fausses allégations qui concernent la santé. Donc là, on n'est pas sur le sujet élection, mais voilà. Donc l'idée, c'est d'aider ces partenaires à mieux anticiper et à mieux faire face aux récits qui émergent et aux acteurs malveillants qui les diffusent. Ouais. Tu parlais des plateformes, on en a rapidement parlé, un peu la responsabilité aussi de TikTok tout à l'heure. On sent quand même depuis ces derniers mois, années même peut-être, une attitude de se tenir un peu à distance du contenu politique, de la news aussi. Il y a Meta qui clairement a fermé tout lien quasiment avec les médias. Ils mettent plus en avant de ces contenus parce que c'est anxiogène et donc grosso modo on partage les photos sur notre barbecue de chaton. Les news de Google aussi moins mis en avant. Qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que je te laisse parce que moi j'ai évidemment un avis dessus, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. On a vu la même attitude chez des marques en fait qui étaient tentées de dire on va éviter le news, l'actualité c'est trop dangereux, et c'est très mauvais pour les médias qui ont perdu de précieux revenus publicitaires à cause de cette tendance. Donc selon moi ce mouvement c'est pas la solution. La solution, et bon je prêche pour ma paroisse, elle est dans une meilleure distinction mais j'en suis convaincue, des contenus de qualité, des contenus irresponsables, des contenus peu fiables, des contenus propagande. Tu parlais de Meta.
Meta au Canada a donc fait un blocage de l'accès aux nouvelles sur Facebook depuis le 1er août 2023. On a voulu regarder ce que ça avait donné. Donc on a fait une étude où on a regardé l'engagement, donc les partages, les commentaires, les likes, avec l'actualité dans les 90 jours qui ont précédé le blocage et dans les 90 jours qui ont suivi le blocage. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'engagement avec l'actualité, évidemment, on s'y attendait, a baissé, a chuté. Mais ce qu'on a remarqué qui est intéressant, c'est que c'est l'engagement avec les sources fiables qui a le plus diminué. Il a diminué de 86% versus une diminution de 54% avec les sources peu fiables. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, au final, l'engagement avec les contenus peu fiables sur Facebook a augmenté de à peu près 2% à la La suite de nature ce a horreur du blocage. vide, hein. Donc c'est terrible, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le débat démocratique, parce que si on diminue les contenus de qualité et qu'on laisse on les laisse finalement être remplacés par des contenus peu fiables, c'est très dangereux pour le débat démocratique. C'est aussi une très mauvaise nouvelle pour le journalisme de qualité qui a besoin de revenus publicitaires. Et sur le blocage des nouvelles sur Facebook au Canada, certains médias français ont dit qu'ils en avaient déjà perçu l'impact. Le Monde notamment en a parlé, donc voilà, c'est un vrai sujet pour nous. Pour moi, la solution c'est pas ça, c'est la distinction, et c'est possible de le faire. Ça demande beaucoup de travail, mais on a la preuve que c'est pas impossible. Mais ça demande des enquêtes journalistiques, c'est beaucoup de travail effectivement, distinguer le journalisme responsable et ce qui n'en est pas. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as parmi les plateformes, des plateformes qui jouent plus le jeu, que tu sens être concernées par ces sujets démocratiques, ou est-ce que tu les mets toutes dans le même panier ? Je pense que tout essaye dans une certaine mesure de faire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que nous, par exemple, c'est pas un secret, nous, on est signataire du code de bonne pratique contre la désinformation au niveau de la Commission européenne. Il y a une plateforme qui a claqué la porte, donc ça, c'est pas secret, c'est X. Les autres sont là et elles essaient de faire du travail. Le problème, c'est que souvent, on se rend compte que les politiques de modération ils ont du mal à appliquer leur propre politique. Donc, c'est pas forcément que une question de manque de volonté. C'est aussi qu'on est face à des sujets très compliqués, et donc il faut développer plus de partenariats avec des membres de la société civile, des chercheurs, des journalistes, des sociétés comme la nôtre. Il faut mettre toutes les bonnes volontés ensemble. Et c'est d'ailleurs l'objet du code de bonne pratique contre la désinformation, en partie. Et évidemment, après, ce sont des grosses sociétés aussi qui sont avec des énormes revenus, et donc tout ça doit rentrer dans le schéma où ça doit pas non plus venir menacer quelque part leur croissance, les revenus. Donc même en interne, je pense que c'est pas évident. Je pense qu'il va y avoir aussi des beaux combats un peu en interne. Tout autre sujet, je voulais le noter, en avril 2023, tu as été nommé par le conseil d'administration de Radio France au comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes de Radio France. C'est tout un programme. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que le petit nom pour la petite parenthèse, l'acronyme c'est SHIPIP, et donc ça m'a beaucoup séduit parce que je trouvais c'est mignon, SHIPIP. Voilà, c'est un truc de SHIPIP. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit comité éthique au début. En introduction, c'était un peu plus rapide. Je voulais juste savoir un peu ce que c'est quoi tes actions là-bas, est-ce que c'est important, C'est hyper important. C'est une action bénévole. Je suis pas rémunérée pour ça, mais je vois ce rôle comme très complémentaire de mon travail chez NewsGuard, parce que dans ce comité, finalement, comme chez NewsGuard, l'objectif, c'est quoi ? C'est redorer ces lettres de noblesse, redorer le journalisme responsable et lui permettre d'exister et de prouver sa qualité face à la désinformation, au contenu généré par IA sans aucune supervision humaine, et de faire comprendre, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet, ça va pas de soi aujourd'hui, de faire comprendre que dans une démocratie, le journalisme responsable, il est nécessaire, il est important et il a de la valeur. Donc après, c'est pas du tout le même travail. Dans un cas chez NewsGuard, on certifie en fait quelque part le journalisme crédible. Au comité d'éthique, on émet en fait des recommandations, des avis de manière externe et indépendante. Ça permet en fait, on peut être saisi par les auditeurs sur des sujets très particuliers. Donc on reçoit des saisines et on se rassemble assez fréquemment. Notre comité, alors on est 5, donc on est petit, ce qui nous permet d'être très agile, de discuter fréquemment si on a besoin, et puis d'avancer assez vite sur nos recommandations. On peut aussi être saisi par des journalistes, par des directeurs d'antenne, par la direction
pourquoi pas, de Radio France. On peut être saisi par tout un chacun, en fait. Et il y a eu des exemples un peu d'actions, des choses un peu concrètes. On parlait d'IA tout à l'heure. Est-ce que vous êtes emparé de ce sujet? Est-ce qu'il y a eu des sujets là-dessus? Alors, on s'est pas encore saisi de ce sujet, même si j'imagine que ça va venir. Ce qui est récemment, ce qui est en fait dans le cadre des États généraux de l'information, Sybille Veil a décidé de nous saisir, le comité d'éthique, sur la question d'un éventuel renforcement de notre comité. Donc, on a cette chance que la direction de Radio France perçoit l'utilité de ce comité comme un élément externe, encore une fois, qui soit pas la médiatrice, qui soit pas la direction, qui permette de poser des avis, des recommandations externes à la déontologie de ce qui va être produit par les antennes. Donc, on vient en fait de réfléchir à ça. On a remis récemment un rapport à la présidente sur ce sujet. On a échangé avec elle très récemment, et justement, ça devrait permettre d'identifier prochainement les pistes qui pourraient être mises en œuvre pour renforcer notre travail et les modalités de mise en œuvre de nos recommandations. Donc, on est dans un moment, la défiance est très forte envers les Hyper journalistes. forte, ouais. Et Il y chez a Radio France aussi, le tout service à fait, public, en termes exactement. d'élections dans un monde hyper polarisé, enfin Il y a les aussi structures des vraies sont violentes. questions qui se posent de déontologie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut enfin voilà, il y a eu l'affaire Akili, notamment récemment, qui a Mmh. posé des questions renouvelées sur le conflit d'intérêts. Ça veut dire quoi? Est-ce que les textes de Radio France étaient suffisants? Enfin voilà, il y a des vraies questions passionnantes. Donc on a la chance, enfin j'ai la chance d'être dans ce comité à ce moment-là, et à un moment où la direction de Radio France veut qu'on ait un vrai rôle, veut qu'on renforce notre rôle et qu'on soit là pour justement, parce que je pense qu'ils perçoivent aussi la nécessité de ne pas offrir des réponses qu'en interne. Dans ce climat de défiance, c'est hyper important Ouais, c'est clair. d'avoir des tiers indépendants. On n'est pas payé, on est bénévole, on est là pour répondre aux inquiétudes légitimes des auditeurs, qui puissent justement émettre des avis, des recommandations, et s'assurer que la déontologie soit respectée, ou en tout cas qu'il y ait un objectif assez fort pour qu'elle soit respectée sur les antennes. Donc c'est passionnant. Ouais, j'imagine. On travaille plus que ce que je pensais, mais c'est super. On est une équipe. Les autres membres du comité sont super aussi, et c'est un. Tu peux les citer, tu les connais ou pas, Bah bien sûr, les personnes? la présidente, c'est une économiste qui s'appelle Françoise Benamou. Le comité d'éthique de Radio France, on est 5. On a des juristes et des personnes qualifiées pour nous permettre aussi d'écrire les recommandations. Ouais. Donc on a Alban Nervo, qui est conseiller d'État. On a Francesco Martucci, qui est un professeur de droit public. Et on a Alice Antôme, qui est journaliste comme moi et qui est directrice De l'école de exécutive journalisme de de l'école de Sciences journalisme Po, de Sciences Po. Paris. Voilà. Donc c'est un groupe très varié et passionnant, et donc c'est une mission très intéressante, et j'espère que avec les États généraux de l'information, ça permettra d'avoir une réflexion justement au-delà juste de Radio France, même si on espère impulser une réflexion plus large sur le renforcement de ces comités qui, comme je le disais, je pense, ont un vrai rôle à jouer en tant que tiers Ouais, qui peut être consulté sur des questions d'éthique et de déontologie. c'est clair. Et comme tu le dis, ça dépasse Radio France, ça pourrait dépasser Radio France. Complètement. Mais il y a des comités d'éthique, Ouais. il y en a beaucoup plus que celui de Radio France. J'espère que le renforcement sur lequel on est en train de travailler pourra concerner d'autres comités d'éthique. Exactement. Et alors, peut-être dernière question, vraiment, je reviens sur NewsGuard, c'était le petit incartade, mais je la trouvais intéressante en tout cas, sur les projets futurs de NewsGuard. Alors, là, on a parlé, il y a les élections. Est-ce que tu as un peu de visibilité sur là où vous voudriez aller, ou des futurs grands projets de NewsGuard, et NewsGuard en France aussi, peut-être particulièrement? Ouais, alors sur le développement de NewsGuard, effectivement, en termes de pays et de langues, on espère bientôt pouvoir couvrir davantage de pays européens, pays de l'UE, mais pas que, Europe au sens large. Donc plus de langues, plus de médias, plus de pays. Après, on vient de lancer un nouveau service de veille personnalisée de la mésinformation
concernant les marques, pour les marques. Ça, on espère aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et qu'on souhaite développer. On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de fausses informations qui ciblaient les marques de plus en plus. Pas juste des appels au boycott et des débats légitimes sur telle ou telle marque, mais des vraies fausses informations, des infox créées de toutes pièces, parfois générées par IA, et que c'était difficile pour les marques d'y répondre. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est un service de veille personnalisé où on surveille justement ce qui va se dire. Et quand ça passe le niveau de, c'est pas juste du débat, c'est vraiment un faux, leur proposer des réfutations journalistiques détaillées que les marques puissent ensuite utiliser si elles le souhaitent dans des campagnes de communication. Donc ça, c'est aussi un de nos axes de développement. Et puis, pour la France, continuer à développer notre expertise dans le domaine de l'IA, accompagner davantage d'entreprises dans la sécurisation de leurs outils d'IA générative. Cette voie, elle concerne énormément aussi la France, puisque si je me trompe pas, la France a pour ambition de devenir une terre d'excellence en matière d'IA générative, une terre d'innovation. Donc, il faut espérer que ce développement il puisse se faire de manière raisonnée, raisonnable, en limitant les risques et donc qu'on ait l'opportunité de travailler avec des sociétés françaises sur le sujet. Eh ben, c'est tout le mal que je te souhaite, en tout cas. La toute dernière question qui est un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager, Chine? Alors, cool, j'ai vu que le jour d'avant, qui est un de mes livres préférés de Sorge Chalandon, allait sortir en roman graphique. Donc, je l'ai pas encore lu, le roman graphique. Et on sait qui sera le dessinateur? Alors, c'est signé Romain Duterre et Simon Géliot. Donc, je ne l'ai pas lu, mais j'ai hâte. Pourquoi? Parce que ce roman, c'est un vrai bijou. C'est sensible, c'est une plongée au cœur du pays minier, sur lequel moi je connaissais pas grand-chose, du nord de la France. Ouais, c'est chez moi ça. Voilà. J'habite pas très loin de Lille. Tu l'as lu, ce roman? Non, je l'ai pas lu. Alors, je te le recommande vivement. Moi, pour tes auditeurs aussi qui connaîtraient pas Sorge Chalandon. Sorge Chalandon, c'est un ancien journaliste de Libé, prix Albert Londres, excellent journaliste, qui est maintenant au Canard. J'ai lu tous ses romans et je les ai tous adorés. Il a beaucoup écrit notamment sur l'Irlande du Nord, qu'il a beaucoup couvert quand il était à Libé. Mais celui-là, c'est peut-être mon préféré et je pense parce que ça fait découvrir avec énormément de sensibilité un monde que je connais moins, qui est encore une fois celui du pays minier, des victimes, des catastrophes minières. C'est magnifique, donc j'ai très hâte de lire ce roman graphique, donc je vous invite à lire le livre si vous l'avez pas lu. Et moi, j'irai acheter le roman graphique et c'est le truc cool qui, en tout cas, me donne envie dans les semaines qui viennent. Eh ben, écoute, je mettrai des liens vers tout ça dans les notes de l'épisode. Chine, merci 1000 fois pour ton temps. Bravo pour ce travail chez NewsGuard. C'était cool d'avoir un update puisque en plus là, ça bouge beaucoup et on l'a vu en un an. C'est pas un changement de paradigme, mais pas loin. Bon courage pour suivre un peu toutes ces élections. Je pense que tu vas pas t'ennuyer. Non, on a du boulot. Il y a aussi les JO. On a du boulot cet été, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de sport parce que spontanément on se dit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses dans les informations autour du sport, mais si. Ça s'agite beaucoup avec déjà des tentatives d'ingérence de l'étranger, donc ça peut être un vrai sujet. Oui, parce que la politique s'invite forcément aussi beaucoup là-dessus. Bah écoute, on suivra ça. Merci encore une fois, Chine. C'était un vrai plaisir. Merci à toi. À bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.